AR, VR, XR, WWDC. Engrenage. Quand Apple tousse, l'industrie s'enrhume. Made in Vietnam. De face plutôt que de profil. Jeudi 16 février 2023. Fabrice Neumann. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 332. Bonjour à toutes et à tous. Le casque de réalité étendue d'Apple ne sera pas présenté en avril comme on le pressentait, mais pendant la WWDC au mois de juin. C'est Mark Gurman de Bloomberg qui l'affirme, et Fabrice, ça semble logique finalement. Alors oui, rendons tout de suite à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire Eli, dans le domaine, qui avait bien soutenu Mordicus quand on avait parlé de ça pendant l'hebdo, que lui... Il était persuadé que ce serait pendant la WWDC. On était quelques-uns, dont moi, qui pensaient qu'il ferait peut-être un événement un petit peu avant pour essayer de lancer la machine. Alors, j'ai envie de mettre une petite pièce quand même pour malgré tout quelque chose comme ça. Je trouvais ça logique aussi, parce que c'est un tel nouveau produit, c'est potentiellement un tel pari sur le prochain, le next big thing, comme on dit, que ça aurait pu avoir une certaine logique, mais en tout cas, c'est clair qu'il faut mettre les développeurs dans le coup. Je pense que ça n'empêche pas, et ça on l'avait dit aussi, que certains développeurs ont déjà le casque dans les mains, sûrement même depuis un certain temps, en tout cas les technologies développées par Apple, pour qu'il puisse y avoir quelque chose à présenter lors de la fameuse WWDC qui en parlera, si c'est le cas. Donc ça promet quand même, on a hâte de voir ce qu'il en est. C'est un brevet déposé l'an dernier qui vient d'être attribué à Apple et qui renforce la rumeur autour d'un iPhone pliable. Alors ce qui m'étonne le plus là-dedans, c'est le nombre incroyable de brevets qu'on peut déposer pour la même chose, ou potentiellement pour la même chose. Parce que donc forcément Samsung et Oppo et tous les autres ont eux aussi des brevets pour un système qui permet de plier un écran en deux, en trois, ceci, cela, et voilà qu'Apple arrive potentiellement après la bataille, en tout cas après le début de la bataille des smartphones pliables, avec un ou sûrement plusieurs brevets supplémentaires. Bon, il semblerait que là, ça repose sur des mini-engrenages et autres roues dentées qui seraient certainement très spéciaux par rapport aux autres. Voilà, donc... Et puis je me dis que est-ce que ce serait ça finalement l'iPhone Ultra dont on parle? Est-ce que c'est comme ça qu'il l'appellerait? Je sais pas. Est-ce que tu as réfléchi à un nom qui pourrait être donné à un iPhone pliable? Pas du tout. Bon. Alors moi non plus, mais j'espérais que tu me donnais une idée. En tout cas, voilà, donc ça va arriver forcément. Alors, est-ce que ce serait pour l'iPhone ou l'iPad en même temps? Parce que c'est de ça dont on parle aussi souvent, que ce serait peut-être un iPad qui permettrait d'être déplié encore plus grand. Bon, on verra. Et puis, autre brevet déposé par Apple, il concerne cette fois la lecture automatique des messages textes avec la voix de l'expéditeur. C'est marrant. Ça, c'est rigolo. Bon, voilà, on est en plein dans ce que permet de faire l'intelligence artificielle. Et c'est aussi un pendant de ce qu'a annoncé Apple il n'y a pas très longtemps pour sa librairie en ligne de livres électroniques, où on peut avoir accès, peut-être qu'aux États-Unis pour le moment, à des livres audio, mais qui ne seraient pas lus donc par des voix humaines, mais par des voix de synthèse. Ils ont eu quelques soucis avec ça, parce que du coup, les lecteurs professionnels qui lisent ces livres-là se sont un petit peu... offusqué de ça. On est en plein dans aussi toutes ces discussions autour de l'intelligence artificielle et du fait que ça enlève des tâches, et ça enlève du boulot à tout un tas de gens. On va voir ce que ça donne. En tout cas, je serais aussi curieux de savoir, il y a un moment pour créer notre voix, il faut l'enregistrer quelque part. Et donc justement aussi, moi je vais peut-être faire ça, mais je veux être sûr que Apple va pas l'utiliser pour faire autre chose après. Apple ne licencie pas, certes, mais le groupe aurait mis fin ces derniers mois à des centaines de contrats avec des prestataires externes. Alors c'est une suite finalement qui n'est pas très surprenante de tout ce qui se passe dans la tech aujourd'hui. On a beaucoup parlé de Google qui avait licencié beaucoup, de Microsoft qui avait licencié beaucoup, alors qu'Apple ne les licenciait pas. Alors donc il y avait déjà une première raison qu'on connaissait, c'est que pendant le boom... il y a eu un boom technologique pendant la pandémie, et Apple avait embauché bien moins que ses petits camarades
en proportion, ce qui lui permettait d'être plus résistant. Mais on sait qu'Apple se fait beaucoup appel à des prestataires, s'appuie sur beaucoup de prestataires. Et effectivement, quand il y a moins besoin, c'est plus souple. C'est les prestataires qui prennent et c'est pas Apple. Mais ça arrive dans toutes les industries. Et ça arrive aussi dans les industries de l'industrie de l'automobile, par exemple. Quand Peugeot, Renault et les autres vont pas bien, Valeo va moins bien aussi. Donc c'est pas étonnant. Est-ce que c'est condamnable finalement? J'en sais rien. En tout cas, c'est peut-être aussi une preuve de la bonne gestion d'Apple dans ce domaine. C'est toujours triste que des gens perdent leur boulot, mais la façon de gérer d'Apple semble franchement incopiable. Foxconn aurait signé pour un terrain de 45 hectares à l'est d'Hanoï, bail jusqu'en 2057, alors qu'Apple semble vouloir transférer une partie de la production effectuée jusqu'ici en Chine. Le Mac Pro 2023 pourrait notamment être assemblé au Vietnam, Fabrice. On va bientôt l'appeler l'Arlésienne Pro, depuis le temps qu'on l'attend celui-là. Alors on verra donc si c'est le cas pour le Mac Pro. C'est vrai que il y a tellement de faisceaux d'indices là, je ne sais même plus des indices. Apple et je pense d'autres cherchent vraiment à sortir de la Chine pour ne pas totalement dépendre du marché chinois et en tout cas du marché du travail chinois. Voilà un autre exemple. On va en avoir comme ça des tas pendant des années parce que la transformation va prendre des années. La construction d'une usine, c'est 2-3 ans. C'est pire encore quand c'est des semi-conducteurs. Donc pour l'instant, on sait le temps que ça prend. On en a eu un autre exemple il n'y a pas longtemps où ils ont commencé à faire au moins des essais d'assemblage d'iPhone en Inde et pour l'instant le taux de qualité n'est pas atteint. Et c'est normal. On met en place une usine, une équipe, et puis ensuite on fait des essais pour arriver à ce que demande Apple en termes de qualité. On sait en plus que c'est très haut. Donc tout ça va prendre des années. On n'a pas fini d'en parler. Et puis, un changement majeur dans la manière dont les développeurs accèdent aux versions bêta, Fabrice. Ouais, jusqu'à présent, pour accéder aux versions bêta, il fallait installer un profil. Donc, il fallait se connecter à son compte développeur depuis l'appareil qui était concerné, télécharger un profil qui va se mettre sur les iPhones ou les Mac dans la zone des VPN aussi. Et ensuite, ça permettait de déclarer l'appareil auprès des serveurs d'Apple comme étant capable de recevoir des versions bêta. Maintenant, il semble qu'il ne sera plus nécessaire que d'avoir un compte iCloud de développeur et on pourra accéder aux versions bêta via les mises à jour de logiciels habituels. Je ne sais pas trop ce que ça change. J'avais compris moi que les profils étaient plus sécurisés et puis en plus c'était plus facile de cette manière-là de révoquer un accès si jamais un développeur faisait n'importe quoi. Ils ont soit trouvé le moyen de faire la même chose simplement avec le compte, soit finalement ils se disent que c'est pas utile. En tout cas, ça va faciliter la vie de certains développeurs, des développeurs globalement. Tant mieux pour eux, comme ça on aura des bêtas et des applications plus facilement. La quotidienne iWeek revient demain.